Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Allô Joël. Salut Julien. Ça va? Est-ce que tu poses la question honnêtement, là, Oui. il faut que je réponde. Je suis scrap. Ah, qu'est-ce que t'as fait hier? J'étais à ton spectacle d'eau voleur. C'était-tu couché tard? Ou tôt ce matin? Ouais, tôt ce matin. C'était une belle soirée. On s'est bien amusé. Ouais, c'est Et le fun. tu étais très bon. Ah, merci. Je veux te féliciter. C'est bon. J'aime ça, au voleur. Mais là, on a de la misère ce matin. L'énergie va être différente pour cet épisode. On va le dire, là. L'énergie va être différente. Je t'ai vu te battre avec ton micro pendant genre 8 minutes. J'essayais juste de le visser. Ouais, j'ai même postulé que peut-être qu'on était dans un cauchemar puis qu'on commencerait jamais l'épisode. C'est vrai, t'as commencé à flasher les lumières, t'as compté tes doigts. Après ça, je t'ai demandé pourquoi tu fais ça, puis t'as dit, ben c'est ça le truc, pour savoir, on n'est pas dans un rêve, puis on n'est pas dans un rêve. Puis j'ai fait, ouais, mais si toi, t'es un figment de mon imagination, puis t'es dans mon rêve, tu me donnes ces conseils-là. Ces conseils-là, ils valent rien, c'est des conseils d'un gars dans un rêve. Ouais. Fait qu'on a comme toujours pas de preuve que moi, je suis pas dans un rêve. Puis même moi, c'est des conseils que j'ai vus sur Internet. Peut-être que la personne sur Internet qui a suggéré ces trucs-là, c'est un figment de mon imagination. Peut-être que t'as jamais vu ça sur Internet. Ce que t'as, c'est le souvenir d'avoir vu ça sur Internet. C'est un vrai mot, figment? Non. OK. c'est en anglais? Oui. OK. Mais non, mais des figments, là, c'est avec ça qu'ils teignent les tissus, là, puis... Ah oui, des figments. Des figments, là. Ouais, je sais pas si je peux compter cette blague-là. J'ai une bonne blague. Non, je vais la raconter hors d'onde. Hors Mais, hey, d'onde. Il se passe tellement des belles choses hors d'onde. Les meilleures blagues. mais les trucs, dans le fond, si tu veux t'habituer à faire des rêves lucides. Ouais. Parce que quand on prend conscience qu'on est dans un rêve, souvent, on devient comme excité. Genre, oh my God, je suis dans un rêve. Puis, on est éjecté du rêve. Ça nous réveille. Mhm. Donc, il faut s'entraîner à réaliser qu'on est dans un rêve puis garder son calme pour pouvoir prendre contrôle de notre rêve et faire un rêve lucide. Ça, c'est juste selon le figment de mon imagination qui a mis ça sur Internet. Ouais. Mais le truc, c'est de constamment dans ta vie, là, quand tu es réveillé, là, OK? À chaque fois que tu rentres dans une pièce, tu flashes les lumières. Tu prends l'habitude souvent de compter tes doigts. Puis tu prends l'habitude souvent de boucher ton nez puis d'essayer de respirer. Fait que c'est sûr que tu seras jamais dans un rêve, mais tu vas-tu avoir de l'air d'un esti de fou furieux? Non, oui. Mais Ouais. l'affaire, c'est que tu profites. En fait, tu développes une habitude qui fait que. Qui devient tellement un réflexe qui fait que quand tu vas rêver, ça va être naturel pour toi de faire toutes ces étapes-là. OK. C'est quelque chose que tu vas traîner du monde éveillé au monde onirique. Tu comprends? Moi, je suis capable de faire des rêves lucides. Ben, C'est-tu vrai? ouais, très souvent, dans mes rêves, il arrive à un point où ce que je regarde tout le monde dans mon rêve, puis je fais comme... C'est un rêve, ça! Puis là, à partir de là, j'ai comme le plein contrôle sur ce qui va se passer. Ah, je suis un peu jaloux. Ouais. Mais je me suis jamais entraîné pour faire ça. C'est Ça, juste moi, quelque ça chose fait qui 20 arrive ans des que je fois. m'entraîne. Puis, Pour vrai? Non. Je pense que je l'ai fait comme une semaine, puis à un moment donné, les gens commençaient à trouver ça plate que je flash les lumières. Mais toi, tu trouves... Tous tes meilleurs trucs, tu les trouves dans tes rêves. Fait que tu peux pas t'y fier. C'est vrai. D'ailleurs, t'es toujours pas sorti de ton rêve. Juste te le dire. Là. J'ai-tu le thème de X-Files sur mes tables? Non, je l'ai Non. pas. Bon. On devrait l'avoir à bout de doigt. Là. Ça Ouais. serait pratique. Ça serait pratique. Peut-être que ça vieillirait rapidement en même temps. Mhm. Si tu viens de te joindre à nous, tu es sur les ondes de choc.ca. Ce sont Joël et Julien. Et nous animons une émission qui s'appelle Comme du monde. Oui, t'as changé ta présentation. Hein? Ad-lib. Oui, complètement. Ouais. T'es wild aujourd'hui. Ouais. Ouais, j'aime ça. J'aime ça de voir comme ça. Un salut tout spécial, chaleureux, câlin, coucou câlin, à nos Patreons, Gabriel Bédard, Alexandre Denomé, Annie Bouffard et Myriam Giguère. Oui. On a un Patreon. Les gens peuvent y aller et nous encourager, nous donner une maigre somme d'argent. Maigre pour eux, maigre pour nous, mais c'est symbolique plus qu'autre chose. Mhm. Puis, jusqu'à date, on n'a pas encore fait quoi que ce soit avec notre cagnotte. On en a discuté une couple de fois. Toujours. Peut-être qu'après un an, on va pouvoir s'acheter un café au Vanout.
Mais en même temps, avec l'inflation, à chaque fois qu'on repousse notre achat de notre c'est café de ça qui est 1 fatigant. an, on baisse nos chances de pouvoir en Oui, acheter je un. sais. Mais comme je dis, c'est symbolique. C'est symbolique. Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir m'acheter comme un micro qui se visse tout seul. Comme ça, j'aurais pas à me battre avec pendant une demi-heure en Si ayant ton l'air micro d'un tombe pendant idiot. l'épisode, je pense que j'explose. De rire ou je t'explose? Non, je vais exploser de rire. OK. Si t'exploses pour vrai, je vais savoir que je suis dans un rêve. Si j'explose pour vrai, flash les lumières. Aujourd'hui, on parle de quoi, Julien? On parle des continents, Mhm. côtes, Ouais. îles. Ouais. En tant que matériel géographique, mais aussi, en tout cas, moi, je vais essayer de nous amener un petit peu aussi sur comment ça peut nous aider et créer des opportunités de démiurgie intéressantes. Bien, toujours. Là, toi, mettons, dans ta création, quand tu penses en termes de géographie intéressante que tu peux intégrer dans ton monde, là, je pense à Valterra, mais je pense aussi à toutes les campagnes un peu homebrew que tu as faites de toutes sortes de jeux de rôle. À chaque fois que tu as eu à créer, c'est quoi les éléments qui t'apparaissent comme étant intéressants naturellement ou même en tant que joueur géographique, tu sais? Moi, je pense qu'il faut satisfaire la fibre de l'explorateur. Ça se dit-tu, ça? Satisfaire une fibre? C'est mieux que Figment, en tout cas. Ouais, l'aspect explorateur, puis pas juste, je pense pas juste dans le jeu de rôle, mais dans la littérature ou dans n'importe quoi, de savoir qu'il y a quelque chose d'inconnu, de savoir qu'il y a quelque chose à explorer, ça peut être intéressant. Puis je pense que l'île, le continent inexploré, c'est quelque chose qui est important d'avoir, surtout dans un jeu de rôle, là, c'est de mise. Là. Si tout le territoire est connu, si tout le territoire est exploré, ça l'enlève une grosse... je trouve que ça enlève l'opportunité, justement, de partir à l'aventure puis de permettre aux joueurs de découvrir quelque chose. Ouais. Ça se peut, là, ça l'existe, mais dans un jeu de rôle fantasy, là, je pense que faut avoir quelque chose de difficile à explorer. Puis le continent ou l'île, là, c'est juste une façon de créer une frontière, de délimiter ou de restreindre l'accès à ce territoire-là. C'est pas obligé d'être un continent ou une île, ça pourrait être caché derrière une chaîne de montagnes. Oui. Mais le fait, c'est toujours en lien direct avec le transport dans ton univers. C'est sûr que si dans ton univers, on a la téléportation ou des avions, ou ben là, tout d'un coup, l'accès, ton monde rapetisse finalement. Mais si l'océan, si le fait de partir en navire propose en soi une aventure. On va se le dire que Star Trek puis Toy Story, les personnages ils ont la même capacité sur leur environnement. Tu sais. Mm-hmm. Tu peux travailler à un niveau micro, un niveau macro, puis ça revient tout le temps au même parce que tu es en train de dire que dans ton histoire, il va y avoir des déplacements entre un endroit X et un endroit Y. Ces déplacements-là sont faisables en dedans d'un temps humainement possible. Ben, tu travailles avec les mêmes... Tu sais, mettons, Treasure Island qui a été repris en Treasure Planet par Disney. Ben, c'était pas Disney, c'était Disney puis pas Disney, là, mais tu sais, justement que ça soit possible, c'est parce que entre l'espace puis la haute mer, c'est juste le mood qui change. Puis c'est un facteur qui m'intéresse d'ailleurs, ça. Parce que quand j'ai pensé, aujourd'hui, on va parler de continent, d'îles, de côtes, je me suis dit, les côtes, on s'en fout. Ben, pas on s'en fout. Moi, des fois, j'aime travailler d'un point de vue purement géographique et scientifique, puis regarder c'est quoi qui existe, puis tout. Mais au final, c'est un mood, hein? Une plage puis une falaise, ça raconte des choses différentes. Ouais. Puis ça... mes meilleurs souvenirs d'œuvres que j'ai consommées, que j'ai moi-même produites ou que j'ai produites et consommées dans le cadre d'un jeu de rôle. Tu sais, des scènes mémorables se passent à des endroits mémorables. Puis tu te rappelles du décor. Mm-hmm. Ce décor-là, il sort pas nulle part. Il faut amener tes personnages à cette place-là ou il faut créer une situation où ils peuvent se rendre à cette place-là. Moi, j'aime travailler en réalisme. Fait que je me dis, si la scène finale se passe sur le bord d'un volcan, il faut qu'il y ait de l'activité volcanique dans le coin. Fait que là, je regarde les plaques tectoniques. T'es pas obligé de faire ça, mais tu peux mettre ça sur ce que t'appelles ça une planète volcanique, puis tout à coup, il y a Anakin Skywalker, puis Obi-Wan Kenobi. Ouais. C'est terminé. I have the higher ground. Oui, t'avais le higher ground. Mais, c'est ça. Fait que pour moi, ça,
les scènes... Tu sais, les prequels, on pourrait en parler, là, mais ils ont des qualités puis des défauts, mais ce qui est sûr, c'est que cette scène-là, elle a un décor mémorable. Mustafar, on s'en rappelle. Le look, il est unique. Puis c'est ça, tu sais, de travailler les continents, les îles, les côtes, c'est surtout, pour moi, dans ta démiurgie, de créer ton univers en pensant aux scènes que tu veux qui finissent par se passer, en imaginant un peu, c'est ça, les décors, les tableaux, les panoramas. Presque comme des set pieces, là, tu sais, de construire vraiment un panorama puis de dire, là, il se passe quelque chose. Ouais, puis si tu travailles avec des choses qui poussent un peu, qui défient la logique, tu travailles avec de la magie ou des choses comme ça, sky's the limit, littéralement, sky is the limit. Tu peux avoir des îles volantes. Puis tu vas créer tout un look and feel qui est unique à ton œuvre à travers ces choses-là. Excuse-moi. Tu trouves pas que c'est un peu de mettre la lumière aujourd'hui sur continent, côte, île, c'est un peu mettre la lumière sur les frontières, à quel point les distances sont accessibles. Puis, tantôt, on disait Star Trek, Toy Story. Les grands explorateurs, quand ils quittaient pour des périodes indéterminées, puis l'équipage qui les accompagnait, c'était comme un sacrifice. Oui. Aujourd'hui, changer de continent, c'est plus ça. Mais je pense, mettons, aux pionniers qui vont aller coloniser Mars, mettons, et qui savent qu'ils vont partir et qu'ils reviendront possiblement pas. Mais là, on vient de toujours comme reporter à plus loin la distance de l'inconnu. Puis le concept de continent sur ton monde a peut-être pas tant d'importance s'il est accessible. Ouais. Ben, ça n'a pas cette importance-là. Ouais. Je me dis, ça aurait l'importance de voir comment des peuples se sont développés différemment. Puis là, au niveau culturel, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Ouais. Au niveau climatique, au niveau végétal, au niveau... mais pas pour cet aspect-là d'exploration, effectivement. Si tu as des vaisseaux volants qui font... ou des avions qui font le tour de la planète en dedans d'une journée, effectivement, t'as pas... Tu sais, c'est drôle, hein? On vit à une époque aujourd'hui où on n'a pas ça, ce que tu décris là. C'est une des rares époques de l'humanité où ça n'existe pas. L'inaccessible? Oui, parce que Mars, on le fait pas en ce moment. Puis on peut faire le tour de la planète en avion facilement. Je veux dire, moi, j'ai une amie qui habite en Antarctique. Fait que, genre, tout est accessible. C'est vrai. Ouais. C'est comme un fantasme de petit gars, là, de dire, je veux dire, un fantasme d'enfant, que dis-je, de dire, je vais trouver un endroit que personne n'a jamais trouvé avant. Plus on avance technologiquement, puis plus l'humanité progresse, moins on a de chances de découvrir quelque chose qui n'a pas déjà été vu. C'est presque impossible, en fait. Là. Mais moi, je me rappelle d'avoir caressé ce rêve-là. Fait que je pense que dans ton univers que tu inventes, pour moi, là, c'est ça. C'est que je le vois comme... Je sais pas si c'est parce que j'en fais pour le podcast, là, de la démiurgie, mais j'ai un continent, j'ai un endroit où je sais que mes choses se passent. Puis l'idée de... est-ce qu'il y en a d'autres continents? Puis c'est quoi la grosseur de ma planète? Puis c'est quoi... Y a-tu 4 autres continents? Y a-tu... Puis sont gros comment? Puis sont... ça commence à comme devenir quelque chose de trop vaste. Puis ça me permet d'avoir comme un genre de Joker de... À un moment donné, là, je vais en développer un autre continent puis il va être complètement différent que le premier. Ouais. Je me demande aussi, c'est quand qu'on arrête. Moi, je travaille différemment aussi, puis tu le sais. Là. Ouais. Moi, c'est en faisant là, ma géofiction, je me ramasse avec une planète, puis j'avais un projet de supercontinent, puis c'est tout. C'est une planète océanique avec un supercontinent. Mais en faisant les trucs dans les derniers mois, j'ai rajouté des petites îles un peu perdues, un peu partout dans l'océan, puis j'ai rien prévu pour ces îles-là. Je me suis pas mis un continent inconnu, mais on travaille avec le monde connu, puis le monde inconnu, puis effectivement, on pourrait se créer une Amérique, tu sais. Le nouveau continent. Le nouveau monde, tu sais. Nouveau monde. Qu'on découvre, puis on est une grosse gang de
la population des sentients de notre monde à jamais avoir compris qu'il y avait ça, jamais avoir remarqué qu'il y avait ça. Puis là, on découvre cet endroit-là, puis il y a plein de monde qui habite là. Puis, fait qu'on on peut créer ça dans notre démiurgie, puis tout ce qui vient avec, là, parce qu'on s'entend que il y aura un clash de civilisation si tu fais ça dans ton histoire. Mhm. Ouais, parce qu'il peut pas avoir juste un continent avec personne dessus. Ben, il pourrait. Il pourrait. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a eu un moment où il n'y avait personne. C'est vrai. Mais justement, là, tu parles de super continent, tu parles de. Est-ce que tu as des. Je sais pas comment je dirais ça. Est-ce que tu as des bases? Est-ce que tu as des ressources sur quelles possibilités on peut évaluer pour notre monde? Est-ce qu'on y va avec un super continent? Est-ce que ça se peut? Ben oui, j'imagine que ça se peut parce qu'on a déjà eu un super continent, mais tu sais, comme c'est quoi les étapes là, qui peuvent nous mener vers une création d'un continent ou nous donner des idées sur comment on peut faire la géographie de notre monde? Ben, je sais pas, tu sais, dans le sens où si tu regardes comment notre planète à nous a évolué, c'est une série de. C'est tout le temps un mouvement de va-et-vient entre des plaques continentales qui se foncent dedans puis qui créent, en se fonçant dedans, un méga continent. Puis après ça, il va se rediviser différemment puis repartir. Les plaques vont partir dans l'autre sens. Fait que comme les plaques tectoniques sont tout le temps en mouvement à cause des mouvements du manteau terrestre, ils sont tout le temps en train de se foncer dedans. Puis après ça, une fois qu'il y en a une qui a passé par-dessus l'autre, est comme soudée. Et puis là, il va y avoir d'autres fissures, d'autres failles qui vont se créer. Puis ça va se séparer. Fait qu'on a eu sur Terre la Pangée, qui est l'époque continentale la plus connue, qui n'est pas la nôtre. Mais à travers, entre la Pangée puis maintenant, il y a eu plein d'étapes où ce que les continents n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, puis ont bougé dans tous les sens. Puis il y a eu des mix and match. Tu as eu des pairings avec un épisode qui avait juste l'Océanie puis l'Inde qui se tenaient ensemble, tout ça de leur bord. Puis, fait que ces mouvements-là, tu peux les regarder puis essayer de reproduire la même chose dans ton monde, ou tu peux juste garder juste cette idée-là puis te dire, ben oui, tant que tu as une planète qui est tellurique, qui est semblable à la nôtre, tant que ton monde, tu fais un monde qui ressemble vaguement à la planète tellurique, Terre. on parle de planète de roche. Planète de roche sédimentaire avec une gravité, une température qui permettent l'eau. Tu sais, c'est ça aussi, là. Okay. Parce qu'une planète tellurique n'a pas nécessairement d'eau. Mais là, quand tu as de l'eau, tu as un océan, là, ça ressemble à ce qu'on a. Ben, si tu as ça, après ça, tu peux dire que la quantité d'eau est vraiment pas comme la nôtre, puis tu as un water world qui est super intéressant. Ou tu n'as pas un vrai water world, tu as un water world avec des îles. One Piece. One Piece, ouais. Ou tu as une planète avec très peu d'eau. Tu sais, tu peux jouer avec ton niveau de la mer comme ça, puis ça donne une planète avec beaucoup de continents, beaucoup d'évolutions possibles, ou très peu des îles. Puis quand tu as cette situation-là, il y a un facteur de compétition aussi entre la biodiversité qui se bat pour une niche. Puis tu peux calculer ces choses-là, puis de là va découler aussi pas juste la biodiversité qui se bat pour une niche, mais les gens, les peuples qui vont se battre. Ouais, c'est Mad Max, dans le fond, là, les desserts de sable avec des gros paquebots abandonnés dedans. Exactement. Ouais. Chacun pour soi. Puis, fait que je pense que le mood que tu choisis à ce niveau-là va changer le style d'œuvre que tu peux faire. Tu sais. Mm-hmm. Je pense aussi que la question là, de plusieurs continents, un continent, elle peut toujours être repelletée à plus tard parce que dans ton monde, premièrement, peut-être qu'il n'y a personne qui a la capacité de cartographier l'entièreté du monde. Fait qu'il peut y avoir comme une part d'inconnu. Là, ben oui. Mais mettons pour le monde qui est connu, puis ce que tu as décidé de faire, j'aimerais amener la conversation peut-être sur justement les côtes, les îles, les continents eux-mêmes, au niveau justement du panorama que ça donne, tu sais, avoir des idées de qu'est-ce qui existe. Dans notre monde, tu sais, premièrement, pourquoi on a une géographie qui particulière, tout dépend des plaques tectoniques, mais c'est ça qui mène
dans le fond, les frontières des plaques, c'est là qu'il y a du volcanisme, des séismes, des failles, des choses comme ça. Et ça mène à la création d'îles, de montagnes, de vallées, des failles. Mais euh, après ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les plaques tectoniques que j'avais fait, mais après ça, tu as tout l'aspect des petites, les petits traits particuliers d'un paysage ou d'un autre. Mhm. Tu sais, je pense les montagnes en Chine qui sont des dômes Ouais. forestiers, ou je pense à, tu sais, les Alpes. Il y a des glaciers qui existent en haut des Alpes avec ce qu'on appelle des nunataks, qui sont comme des petites pointes, des pics qui ressortent. Puis, fait que ces idiosyncrasies-là, là, ces petites particularités-là de paysage, pour moi, c'est intéressant de mettre ça, entre autres, parce qu'une fois que tu as mis ça puis que tu as mis un peuple qui vit là, ce peuple-là va avoir des mythes autour des. Tu sais, Totalement, il va y avoir tout plein de choses qui partent de où est-ce qu'ils sont nés, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont vu toute leur vie. Quand ils ouvrent les yeux, c'est quoi devant eux, tu sais. Fait que c'est quoi les différentes choses que j'ai répertoriées rapidement? Mais à cause des mouvements, à cause des glaciations, puis des aires de glace, puis les mouvements des glaciers, sur la plaque continentale, sur le continent, il va se créer des vallées, des collines, des choses comme ça. Fait que on dirait que moi, naturellement, quand je pense à une histoire, je fais comment ils sont partis en montagne ou sont sur la plaine. J'oublie les rolling hills, là, les collines. Mais c'est beau, une colline roulante. Il y a peut-être de quoi faire avec ça. Puis automatiquement, ça m'appelle à la comté, à quelque chose d'un peu plus casanier, un peu plus chaumière. Mais c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être Highlander. Ouais. Les Rolling Hills, c'est ton premier level. Tu sais, c'est le lieu de départ. Oui, c'est ça. Fait que tu pars ta game de là. Puis après ça, ça devient tough. C'est ça. Fait que c'est ça. Après ça, tu vas avoir les vraies montagnes puis les vallées qui sont entre les montagnes. Mais dans une vallée, quand il y a... Parce qu'il y a deux types de côtes qui existent sur un continent. Il y a les côtes, il y a ce qu'on appelait des côtes rocheuses, puis des plaines littorales. Fait que quand on parle des côtes rocheuses, c'est là qu'il y a la plupart des formations intéressantes. Des falaises, genre? Ouais. Okay. Mais mettons, si tu as des montagnes qui sont juste sur le bord de côtes rocheuses, tu vas avoir des fjords. Parce que tu vas avoir, mettons, une vallée alluviale qui va rentrer dans les montagnes, entre les montagnes. Fait que c'est pas juste sommet-vallée, comme sur une chaîne de montagnes un peu plate, vanille dans la vie. Non, là, parce que tu es en mer, ça crée des fjords. Mm-hmm. Fait que tout plein de particularités comme ça qui existent, qui moi, m'intéressent. Entre autres, tu as des cirques qui appellent. C'est dans une montagne ou dans une chaîne de montagnes, quand il y a un espace entre différents pics où la neige s'est accumulée, et puis ça fait une plaine, un peu comme un plateau, mais en très, très haute altitude. Tu vas avoir une plaine de neige entre 3-4 pics. Ah ouais? Ouais. À un moment donné, c'est possible que cette neige-là fonde si la température change, puis ça te crée un lac, un petit étang en pleine montagne. Ah ouais? Ouais. Qui appelle un ombilic. Un espèce de mini-lac entre des sommets à 4000 mètres, genre. C'est déjà plein de saveurs, là. Ça peut être un lieu de pèlerinage, absolument, ça peut être là. Un temple qui a été construit là. Oui, ou des gens qui vivent là, puis parce qu'ils ont un lac d'eau douce, parce qu'il y a une faune puis une flore, ils sont jamais descendus. Ouais. Puis leur mode de vie est tout autour du lac, un peu comme des gens désertiques autour de l'oasis. Uh-huh. Là, tu peux avoir genre un peuple qui vit en haute altitude comme ça. Peut-être que quand ils descendent, ils trouvent que l'air est tellement trop riche, puis ils ont de la misère à respirer. Ouais. Tu peux avoir des choses comme ça. Ouais. Des blocs erratiques. Un bloc erratique, c'est... Mettons, en Arizona, il y en a beaucoup de ça. C'est un immense monolithe en plein milieu d'une plaine. Un peu comme dans Roadrunner. Hein? Comme dans Roadrunner. Okay. Mais tu sais, ça s'appelle un bloc erratique. Puis des fois, il y a des systèmes de blocs erratiques, mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, c'est solitaire. C'est un bloc solitaire. Fait que c'est tout le temps ou pratiquement tout le temps le focus d'un mythe. Ben oui, absolument. Pense juste à... Tu l'expliques, là? C'est pas exactement un bloc erratique, là, mais le Pride Rock là, de Simba. Là, oui. c'est un peu ça. Là. C'est comme une roche immense, vraiment remarquable dans le paysage, qui devient comme un lieu de landmark. rassemblement. Ouais, puis aussi, tu regardes à distance, puis tu vois
tu vois un monument, mettons, à grande distance, puis on arrive proche de la ville ou on arrive proche du fameux monument. La tour du CN est là, on n'est pas loin de Toronto. Mais ça, les blocs erratiques, on peut revenir à une préhistoire, puis ça peut déjà avoir avant même que l'humain soit capable de bâtir, tu as déjà l'espèce de lieu de rassemblement naturel, mais aussi lieu de dévotion, lieu de tout, tu sais. Ouais. Puis c'est visible à distance parce que tu vis dans des immenses plaines. Mhm. Aussi, c'est ça, tes plaines, c'est quoi? En plein milieu d'un continent, oui, tu as des plaines. Tu sais, quand je te dis une plaine, tu penses à quoi? C'est gazonné, peut-être? Ouais. Mais tout dépend. Je sais pas, c'est quoi? C'est un peu plate. Oui, mais mettons, change le mot plaine pour le mot savane. Ouais. Puis tu viens de changer le feel complètement. Ouais. Suffit que la végétation puis le climat soient différents, puis ta plaine, c'est plus une plaine plate. Il y a aussi ce qu'on appelle des roches moutonnées. C'est une plaine avec des mini collines. C'est vraiment juste comme... C'est plus facile que... C'est ton tutoriel. Ouais. Plus facile que tes Rolling Hills. Puis la roche moutonnée, ce que ça fait, c'est que ça fait juste une espèce d'effet chaotique. Mettons, t'es en dune buggy là-dessus. Là. Moi le Mad Max, le post-apo, je l'aime dans ce modèle-là, on dirait. Uh-huh. C'est impossible de rouler avec de traîner quoi que ce soit qu'il y ait des roues là, sans que ce soit chaotique. Puis, Non, fait clairement, peut-être l'invention de la roue s'est pas passée là, pour ce peuple-là. Il y a d'autres systèmes qui se sont développés. Puis, fait que, mettons, je pense à toutes sortes de choses qui sont créées par les glaciations. Puis la seule autre chose qui est quand même hot, c'est les chutes. Les cascades, les chutes. Ça aussi, c'est l'objet d'un... Riche en symbolisme. Là. Ben oui, absolument. Ouais. Fait que où est-ce que tu veux mettre ça dans ton monde? Encore une fois, si tu veux que ça soit réaliste, c'est par rapport à de l'orogenèse, par rapport à un système de montagne ou un bouclier, puis c'est la fin d'un bouclier. Fait que dans le fond, une plaque continentale qui est par-dessus une autre plaque continentale, c'est la fin de ça. Fait qu'il y a un plateau, il y a une falaise, il y a une chute. Puis en bas de la falaise, ce n'est pas l'océan, c'est juste plus de continents. Y a-tu quelque chose en arrière de la chute? Il y a toujours quelque chose en arrière de la chute, Julien. Bonne réponse. Il y a toujours quelque chose. Il faut que tu ailles voir juste au cas. La chute de Tchekhov. Oui, la chute de Tchekhov. Puis c'est ça, les côtes rocheuses elles-mêmes, des falaises, des gorges. Tu as des plateformes aussi qui se créent. Fait que tu vas avoir une falaise sur le bord de l'océan qui est érodée. T'sais. Mais c'est l'affaire, c'est que les côtes rocheuses, c'est toujours érodé. C'est toujours comme les vagues sont destructrices pour les côtes rocheuses. Tandis que c'est le contraire pour les plages, les plaines littorales. Les vagues créent des dépôts. Ouais, OK. Fait que ils accumulent le sable, ce qu'on a besoin pour créer un continent ou du sol. Fait que quand tu vas avoir les plages les vagues ont un effet de construction de plage. Fait que quand tu as un système de plaine littorale que, mettons, tu te dis, moi, dans mon environnement tropical, en passant les plaines littorales, ça peut apparaître partout dans le monde, mais c'est surtout dans les tropiques, tandis que les côtes rocheuses sont vraiment partout. Si tu veux faire ton monde, c'est 80% côtes rocheuses, 20% plaine littorale. Si tu veux être analogue à la Terre, maintenant. Oui. Okay. Puis il y a une raison pour ça. C'est juste comme les mouvements naturels des continents créent ça. Les mouvements naturels des courants, puis l'érosion, puis etc. Mais quand tu fais tes plages, donc, ça s'étend. Ça prend... Les plages s'étendent loin en mer, puis loin en largeur. Il va y avoir des langues de sable aussi qui vont dépasser naturellement là, de ta plage. Si tu veux que ça soit comme... Mettons, tu fais un zoom-in, puis tu dis, moi, je développe ce village-là, puis c'est un village côtier. Ta plage, naturellement, elle va avoir très probablement ce qu'on appelle un sand spit, une langue de sable qui dépasse, parce que c'est les dépôts que le courant fait. Fait que ça dépasse dans le sens du courant de la mer. Dans le sens du courant de la mer. Comme hors de l'eau, là. Oui. Fait que dans le fond, tu vas avoir une plage qui suit, mais quand tu arrives à la fin de la côte, la plage, elle continue tout le temps un peu. Ça peut être cuspidé, qu'ils appellent, c'est-à-dire genre une espèce de forme en forme de dôme, si tu veux. Mais des fois, non, c'est le courant est assez fort, puis entraîne assez de dépôts pour que ça fasse une longue langue de terre, pas de terre, de sable. Puis ça fait juste plus de plage pour les baigneurs. Mais cette langue de sable-là peut être vraiment plus longue, peut faire des drôles de formes aussi. Moi,
Moi, je pense à, mettons, Breath of the Wild. Il y a un truc, tu sais de quoi je parle? Dans Zelda, il y a une spirale de sable. C'est impossible que ça fasse une spirale de même. C'est vraiment trop comme calculé. Mais ça fait des formes géométriques, effectivement. Ça fait même, la plupart du temps, une plage va faire une forme logarithmique. Un peu comme Fibonacci. Ouais. Avant de finir en cap rocheux. Après ça, le cap rocheux recommence une autre forme de Fibonacci qui monte plus loin. Fait que quand tu dessines tes côtes, tu veux faire des espèces de petits... des petits demi-cercles, non, demi-ovales, qui se suivent pour faire ta côte de pleine littorale. C'est pas comment j'ai le goût de googler langue de sable et regarder des images. Là. Genre, je te regarde vraiment, l'expliquer. Puis... C'est vraiment beau comme... D'ailleurs, tes plages sont pas obligées d'être beige, surtout au niveau tropical, des plages blanches, il y en a beaucoup, mais il y a des plages rouges, roses, noires, vertes. Puis ça vient du type de sédiments qui se trouve dans ton sable. Fait qu'à côté d'un volcan, Fait que tu peux imaginer des environnements qui créent des couleurs funky. Puis ça aussi, c'est mémorable. Puis genre, ça te crée une scène unique. Ouais, puis au niveau diégétique, ça crée aussi une façon de communiquer un lieu. Moi, après tant de temps en mer, on est arrivé sur une île, il y avait des plages avec du sable noir. Là, tout de suite, t'as de la saveur à ajouter à ton monde. Puis quand tu veux mettre vraiment un point of view character, t'as tout le temps cet aspect-là. Il faut que il part d'un continent plate, puis il s'en va sur une île cool. Fait que les affaires funky, t'es mets de façon éparse dans ton monde pour que les gens les découvrent. C'est pas obligé d'être... Pour moi, c'est ça qui est intéressant quand tu crées, surtout pour le fantastique. On pense automatiquement, là, il va arriver puis ça va être comme malade parce que c'est de la magie. C'est pas obligé d'être de la magie comme ça. Parce que tu peux créer un feeling vraiment, vraiment intense, onirique, eerie, juste en travaillant des couleurs puis des formes sur ta géologie, ta flore. Puis c'est pas obligé d'être... Fait que là, on était contrôlé par une liche. Non. Le monde naturel est capable d'épater encore. Même dans un monde inventé. Oui. Ouais. Les langues de sable, ça t'épate. Totalement. Fait que, imagine s'il était mauve. Puis les canyons, je veux pas te devancer, là, mais... Non, les canyons sont une autre formation intéressante. Là, je regardais plus les côtes, mais effectivement, quand tu as une faille en plein milieu d'un continent, souvent, c'est parce que tu as deux plaques tectoniques en train de s'éloigner l'une de l'autre, sont divergentes. Ça va créer une faille, puis il y a des canyons qui sont là-dedans. Puis je sais pas, le canyon, on dirait que c'est pas abusé non plus. Tu sais, des fois, on pense à qu'est-ce que j'ai vu 1000 fois dans des histoires. Mais nomme-moi une scène mémorable qui se passe dans un canyon. J'ai parlé de Simba tout à l'heure. 127 heures. 127 heures. Tu sais, comme, il y en a une couple, là. Ouais, non, je m'en viens pas plus que ça. La mort 127 heures, c'est une histoire La mort vraie, de Mufasa aussi. Ouais. C'est ça. Ben, tu sais, le cimetière d'éléphants, je pense que dans le Roi Lion, il y a quand même des il y a des belles... beaux environnements, là. Mais... rien de côte nécessairement. Là. Puis tu sais, c'est pas juste aussi, je reviens aux côtes. Là. Ouais. Au niveau de la navigation, ça peut créer quelque chose d'intéressant parce que si t'es côtier, t'as accès à une ressource, de la pêche, mettons, mais t'es ultra vulnérable à n'importe qui découvre, qui fait une nouvelle innovation en navigation puis qui décide qu'il peut juste se promener de village en village et de les piller, tu sais. Ouais. Un peu comme les Vikings ont fait en Europe. Puis, effectivement, quand tu étais... encore plus parce que les Vikings pouvaient aller sur les rivières. Fait que ça, c'était comme la nouveauté qui faisait comme, ben là, on est safe, là, on n'est pas sur le bord de la mer. Là, on a notre petit village sur le bord de la rivière, tout le monde est safe ici. Non. Qui se faisait juste repiller après X nombre d'années. Là. Ben, au niveau géopolitique, ça crée quelque chose d'intéressant, la côte. Là. Absolument. Ouais. Puis, tout à l'heure, je parlais des côtes rocheuses. Ben, mettons, tu as une falaise sur le bord d'un... Tu sais, tu as un cap. Ouais. On est allé tout le monde en Gaspésie une couple de fois. Tu sais comment c'est fait, la baie des Chaleurs. Tu as toujours un cap, puis après ça, une espèce de baie qui se crée, puis un autre cap, puis une baie, puis une cap. Un barachois.
Un bar à choix. Oui, effectivement. Mais le système Cap-B, Cap-B, comme Ouais. ça, c'est pas éternel. Ça finit toujours par s'éroder. Puis c'est là, quand la mer gruge ces caps-là, que tu vas avoir des grottes marines qui se créent ou des arches marines, ou ce qu'ils appellent des stacks, c'est comme des piliers. Le rocher percé, c'est comme un immense pilier avec une arche aussi dedans. Puis, fait que là, l'arche est devenue un deuxième pilier. Puis, fait que ça s'érode tout le temps même. Puis là, t'as des formations qui peuvent être intéressantes sur le bord de tes côtes. Avec aussi des trous souffleurs, là. Des trous souffleurs. Comme un évent de baleine qui se crée naturellement parce que tu vas avoir genre ta formation rocheuse, puis la vague arrive fortement à cette place-là, elle rentre en dessous dans une grotte marine, puis il y a un trou sur le top qui se crée par érosion. Puis là, ça fait que tu as genre un geyser marin À chaque fois que la vague à frappe. chaque fois que la vague frappe. Ah ouais. Puis ça aussi, il y a des mythes de peuples côtiers autour de ces affaires-là. Tu sais, c'est les dieux qui Tout le temps, ben oui. qui nous jutent ça. Je sais pas ça peut être quoi le mythe, mais il est là, il nous attend. Ouais, ou le fameux trou, le trou dans le hole in the wall, là, tu sais, Ouais. le trou qui finit par se faire, puis là, ça devient comme C'est le trou de la fée. Ouais, exact. Ouais. Les bassins aussi, hein, dans Annihilation, là, je pense à ça. Le personnage principal, la biologiste, se retrouve à toujours explorer les côtes à la recherche de ces bassins-là qui se forment dans des Oui. roches, Ouais. où la vie, c'est super fertile à plein de petits crustacés. Puis des... Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Parce que je vois le temps passer. Là. Ouais. Quand on parle de côtes, on parle nécessairement aussi d'hydrologie un peu, là, parce qu'il y a une façon que tes rivières, tes fleuves regagnent l'océan, puis découpent un peu ta côte. Oui, mettons un estuaire, là, ça va Exactement. découper vraiment, vraiment beaucoup ta côte. Ouais, les golfs, au niveau commercial aussi, ça peut être intéressant de réfléchir à le port. Tu sais, c'est quand même un établissement côtier. Moi, je me rappelle dans la cartographie, tu sais, de trouver un endroit où c'est facilement navigable, tu peux facilement accueillir plein de navires. C'est à l'embouchure d'un fleuve important. Puis le port, tu as comme la recette parfaite pour avoir un lieu cosmopolite, un lieu d'échange, un lieu... Oui, si tu as un fleuve, si tu as une rivière importante ou si tu as une baie, c'est là que naturellement les civilisations vont créer les premières cités-États, ces choses-là. Mettons, on s'imagine sur une île, mais dans une île, tu as des anses. Ouais. Puis ces anses-là, tu sais, tu as deux côtés. Tu as le côté de l'île qui est au vent, le côté qui est sous le vent. Puis celui, donc, qui subit moins les intempéries va avoir des dépôts qui vont faire une plage qui va aller souvent avec des bras qui s'étendent, des bras de terre qui s'étendent. Ça crée une anse. Dans cette anse-là, le courant, les vagues ne rentrent pas aussi fortement. Tu peux avoir même une barre de terre qui se crée puis qui vient protéger naturellement l'anse. Automatiquement, c'est là qu'il y a ton village. Uh-huh. Si c'est une petite île avec juste un village, là, le reste de l'île, c'est du wild, puis c'est des chemins de terre, puis c'est peut-être quelqu'un qui est capable de faire un peu d'agriculture, ou probablement que c'est une montagne, une colline, quelque chose. Et là, tu es sur le bord de la plage, protégé du vent, les enfants se baignent, on est bien, puis on peut avoir notre petite civilisation dans l'anse. Dans le fond, c'est comme si ton île, elle se développait en plateau croche. Là, il y a comme un côté qui épouse l'eau. Oui. Puis l'autre côté, ça coupe falaise. C'est Puis, ça. OK, je comprends. Puis tu vas avoir des îles qui, tu sais, dépendant des courants, des fois les dépôts, parce que comme je disais, hein, les plages se créent à cause des dépôts, à cause des courants. Fait que des fois, il va y avoir des dépôts qui vont faire une longue plage, puis l'île est faite sur le long. Il y en a plein d'îles dans les Caraïbes, surtout. Là. C'est fait sur le long, puis c'est juste une longue plage qui dépasse, tu sais, puis qui va, comme ce qu'on appelle un tombolo. Un tombolo? Un tombolo, c'est dans le fond, il y a tellement de dépôts que ça devient carrément plus de terre. Tu sais, c'est pas de la terre qui est arable du tout, mais ça fait que théoriquement, tu peux vivre, tu peux faire des feux, tu peux avoir une petite cabane sur un espace de plage qui est loin dans la mer, mais c'est parce qu'il y a tellement eu de dépôts à partir de ton île, parce que les courants ont entraîné les sédiments de la roche de l'île dans la mer. Fait que, mettons, des fois, le tombolo, il connecte avec autre chose, peut-être avec un pilier de mer, là, un sea stack qui est là. Fait que tu peux avoir des drôles de formations comme ça. Là, j'ai l'impression que je suis en train de développer
je suis un dev, tu sais, en train de faire le tableau, là, mais on dirait que je veux voir comme de quoi a de l'air mon lieu, mon paysage pour pouvoir établir une scène dedans, tu sais. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, c'est d'observer le monde naturel autour de nous, de prendre qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui pour nous évoque quelque chose, que ce soit symbolique ou que ce soit des idées pour des conflits ou puis de les intégrer à notre monde, de trouver la façon la plus logique de l'intégrer à notre monde. Puis les côtes, après ça, ben il y a des côtes qui sont organiques. Tu sais. Tu vas avoir des récifs de corail, tu vas avoir des mangroves, tu vas avoir des marais salés là, dans l'entre-deux. Dépendant si t'es en niveau tempéré, c'est souvent des marais salés. Les mangroves, c'est tropical. Mais tout ça aussi, je trouve, c'est des lieux vraiment fascinants. Là. Le côté, genre, la vie qui foisonne dans... c'est quasiment la mer, c'est quasiment la terre, c'est surf and turf. Surf and turf à côté, ouais. L'endroit parfait pour cacher des monstres. Ah oui, absolument. Là. Ça me rappelle, c'est ça, on est vraiment dans Annihilation. Annihilation, dans le fond, c'est un récit c'est vraiment côtier. Ça. C'est un récit côtier, c'est vrai. Mais l'auteur, il avait visité à Floride, les Keys, puis il était comme, c'est super beau ici. L'île aussi, moi, ce qui m'a toujours fait capoter complètement, là, surtout quand on allait faire, mettons, du camping sur des îles, on devait se rendre en traversier. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'es comme, non, moi, j'habite sur une île, tu sais. C'est mon île, je suis une personne qui habite sur une île, je suis coupé du reste. Mais là, t'as des îles continentales. Ouais. T'as des îles, tu sais, mettons les Dalmatiennes, tu sais, les îles dalmatiennes, des Dalmates, là, sur le bord de la Croatie. Je sais pas si non, vous... idée. OK. c'est genre, t'as la fin du continent, puis t'as plein de petites îles partout autour, accessibles, faciles. Tu sais, la Norvège aussi fait ça. Tu sais, c'est une ride de barque de 10 minutes, puis t'es arrivé. Fait que ça, c'est... Naturellement, l'humanité s'est toujours installée dans ces places-là. Parce que je vais avoir ma petite tranquillité, mais j'étais à 10 minutes de retourner voir... mon oncle qui est sur le continent, puis le forgeron. Tu sais. Ouais, surtout à une époque où la voiture, mettons, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on pense à la voiture. Mais si t'as pas de voiture, une barque, ça vaut un cheval. Là, oui, tout à fait. C'est même plus rapide d'aller sur l'eau la plupart du temps que marcher. Mais ouais, c'est ça. Mais pour revenir sur ton commentaire, une île qui est océanique, ça, c'est autre chose. Tu sais. Puis ça, c'est souvent... tu peux penser aux migrations polynésiennes, comment c'est fucké, là. Les gens quittaient le lieu qu'ils avaient vu naître, puis ils partaient, puis ils allaient refaire leur vie un peu par là, puis ils mourraient probablement, mais peut-être qu'ils trouvaient une île. Je pense que ça reste encore un mystère pour beaucoup de scientifiques. Pourquoi les migrations polynésienines ont eu lieu? Ils ont investi toutes les îles, une couple d'îles qui n'ont pas investi parce qu'il c'était pas possible d'y vivre, là, mais quasiment toutes les îles ont été trouvées par des gens qui partaient en canot, qui affrontaient l'océan, tu sais. Ça prend quand même une force qui motive autant de déplacements puis te mettre autant en danger. C'est ça, on pourrait hypothéser que c'est la compétition, tu sais. Ouais. Il y avait trop de monde dans le village, puis c'était trop tough de trouver de la bouffe. Mais gars, on va en trouver une autre île avec un papayer qui est encore jeune, puis qui a toutes ses papayes pour nous. Puis dans ton monde, tu peux trouver des raisons encore plus exotiques là, pour qu'est-ce qui pourrait pousser un peuple à s'étendre. Il peut avoir été littéralement chassé. Ça peut faire partie de leur culture ou de leur religion de continuer toujours de s'étendre. Puis ça peut être intéressant aussi que ça vienne de la compétition. Tu sais, tu peux le voir comme tu sais, mettons, t'as un peuple, puis naturellement, il n'y a pas assez de place pour qu'ils puissent tous vivre là. Mais dans leur système social, dans leur religion, c'est écrit noir sur blanc. Écoute, un village de plus de 100 personnes, là, c'est pas soutenable pour un si petit territoire. Oui, puis dans la religion, c'est un village de plus de 100 personnes, les démons arrivent puis ils nous mangent. Ouais. Mais en réalité, c'est juste que on n'a pas, on l'a vu avec les millénaires, c'est pas viable. Ça nous apporte la famine. Il faut se séparer. Ouais. Ah ouais, totalement. Un peu comme un essaim d'abeilles. Oui, exactement. Ouais. Cool. Hey, c'est un sujet très fertile en idées, là. C'est drôle, hein, quand on s'est dit on parle continent, côte et île, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va parler? Mais il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. Il va falloir y revenir, je pense même. Hey, j'ai un petit texte à te lire. Ben oui, je suis prêt. Je suis tout oui. T'es-tu capable de lire un texte, même si t'as veillé hier?
On va essayer. OK. On se voit de l'autre côté. On se voit de l'autre côté. 12 octobre. Mon contact salassien est arrivé avec 2 jours de retard au point de rendez-vous habituel. Un genre d'ancien poste de traite en ruine dans une clairière humide. Avec ses murs gonflés d'eau et son plafond de végétation, la vieille cabane se camoufle juste assez bien pour nous donner un sentiment de sécurité, malgré qu'on se trouve à un jet de pierre du grand marécage. 2 nuits de marde à entendre les longues plaintes du labyrinthe, puis à s'imaginer toutes sortes de bébites qui se terrent dans l'ombre. Ça n'a pas aidé que le Bosco Didacus nous raconte qu'il a déjà vu un Pantanemus erectus pendant son déploiement à frontière d'Ivikshem. J'ai entendu les 2 matelots qui nous accompagnaient virailler d'un bord puis de l'autre dans leur sac à couchage, même après avoir ridiculisé l'idée d'une main géante mangeuse de chair. La 2e nuit a été plus tranquille. J'avais bien averti Didacus d'arrêter avec sa ménagerie de monstres. On a pu apprécier quelques parties de cartes sans redouter que l'arc-ourangue des Sylvains nous tombe sur la tête. Puis j'ai profité d'un rare moment sans pluie pour allumer un feu enterré, préparer les 2 oiseaux qu'on avait abattus la veille. C'est avec un bon moral qu'on est allé se coucher. Lux est arrivé avant le réveil de mon équipage, accompagné de 2 jeunes salassiens bien chargés de sacs et de paniers, est entré sans bruit en faisant signe au porteur de déposer la marchandise dans un coin. Le plus jeune portait les tatouages claniques d'un salassien ayant échappé à l'esclavagisme. Chanceux. Je suis pas calé en identification des clans, mais je sais compter jusqu'à 9. Évidemment, Lux m'a demandé d'embarquer le garçon jusqu'à l'île Mère. Évidemment, j'ai refusé. 13 octobre. Lux a été pas mal convaincante la nuit dernière. Fait que nous voilà de retour sur la Méduse, avec un cargo qui pourrait nous faire pourrir au fond d'un donjon de métropolis pour le reste de nos vies. Pas pire. 15 octobre. Des vents défavorables ont retardé notre arrivée à Port de l'Ukraine. J'ai ordonné un ravitaillement rapide qui tient compte d'1 mois en mer. Normalement, j'aurais profité du vent du nord-est pour mettre le cap vers l'île Mère. Mais je peux pas risquer de croiser une patrouille neptunienne. On va longer la côte jusqu'au Tartare, puis on va s'éloigner juste pour éviter Métropolis. C'est là qu'on va être le plus vulnérable. L'équipage se plaint, je demande à Didacus d'alléger les corvées. 21 octobre. Le moral est bon. J'ai fabriqué une cape avec un capuchon pour le petit. L'équipage était craintif au début, mais il a gagné avec des chansons tristes qui fredonnent à demi-mot. Des affaires sur l'abandon de Cybèle puis la vie d'orphelin. On devrait arriver au Tartare demain, ce qui veut dire que l'enfant va devoir rester dans la cale. 23 octobre. Notre météomancien pense que ça vaudrait la peine de jeter l'angle dans l'estuaire puis d'attendre une couple de jours avant de mettre le cap vers l'ouest. On pourrait profiter d'un brouillard matinal puis échapper aux guetteurs métropolitains. Didacus pense qu'on devrait jeter le sorcier au requin puis faire ça de nuit à place. 24 octobre. J'ai décidé d'écouter le sorcier. Ça va donner un break à l'équipage qui commence à se plaindre que notre cargo est tenté. Pas le petit gars, là, mais le loup de salassien. J'ai pas eu le choix de descendre dans le cale puis de regarder comme il faut ce qu'on transportait. Des babioles vikchémiennes comme d'habitude. Des mains en or, des bagues serties de pierres précieuses que je connais pas. Puis d'autres cochonneries comme des sacs de billes de divination puis des statuettes de Derlec le façonneur. Je m'en allais mettre fin à ma fouille superficielle quand le petit est sorti d'un coin dans l'ombre avec une sphère à peu près grosse comme un melon salé puis noire comme l'œil d'une arlionne. Frustré par le saut qu'il m'a fait faire, j'y ai arraché la boule des mains pour la remettre avec le reste du stock. C'est là que j'ai vu un genre de serpent qui se vautrait dans la boule. Je l'ai rapproché de mes yeux pour mieux voir que ce serpent-là s'enroulait autour d'une lune. Il y avait des gens sur la surface de cette petite lune-là qui couraient dans tous les sens. Quand j'ai fini par détourner le regard, presque 5 heures s'étaient écoulées. 27 octobre. Ça m'a tenté de pitcher la boule par-dessus bord, plusieurs fois. Mais on traversait le brouillard de Métropolis, fait que j'ai repoussé ma décision plus tard. On a passé l'avant-midi à parler en signe, puis en se déplaçant nu-pieds sur le pont. Mon guetteur me signait qu'il y avait possiblement 2 navires neptuniens qui patrouillaient tout près, complètement submergés. Le brouillard s'est tassé en fin d'après-midi, juste comme on avait éclairé la capitale. On a regagné la côte, puis j'ai plus jamais repensé à acheter la boule. 4 novembre. J'avais jamais vu une forteresse neptunienne aussi proche des côtes.
Si, Balak. C'était une journée magnifique, puis on profitait d'un bon petit vent du nord-ouest pour longer la péninsule. L'affaire était ketchup. Un peu moins d'une semaine avant d'arriver à l'île-mère, peut-être moins si on est chanceux. La bonne humeur était revenue depuis que le garçon pouvait sortir sur le pont pour faire danser l'équipage. Mais faut jamais vendre la peau de l'Arléon avant de l'avoir tué. La forteresse, qui avait échappé à la vigilance de mon guetteur, est sortie à bâbord sans avertissement. Chance que j'étais à bord. Ça devait faire 3 fois la hauteur de la Méduse, puis 8 fois sa longueur. On était comme pris en tenaille entre les hauts fonds à tribord puis eux. Quand j'ai fini par immobiliser la Méduse, un Neptunien est descendu de la forteresse avec une légèreté surnaturelle, comme une plume dans l'air. Je pouvais l'entendre respirer derrière la vitre opaque de son armure scaphandre. 2 mètres de ferraille qui garantissent l'emprisonnement de mon équipage et l'exécution du garçon. Je m'en allais me rendre dans l'espoir que mes hommes seraient épargnés quand l'enfant a sorti l'orbe de sa cape. Le Neptunien a fait un pas par en arrière puis a levé la main, comme pour se défendre, mais trop tard. La boule s'est mise à briller puis le scaphandrier s'est écroulé au sol. La forteresse, elle, s'est brisée en 2 endroits avant de couler bruyamment. Le reste de la journée s'est déroulé normalement, comme si notre rencontre avec les Neptuniens, c'était juste un rêve. Si, Bellac. Si, Balak. Merci, Julien, pour cette magnifique lecture. Ouais. Il y a donc bien du matériel là-dedans. Tu trouves? Ben, je trouve qu'il y a plein de... Il y a plein de particularités uniques à ton monde qu'il faut décortiquer. Là. Ouais. Décortiquons. OK, ben vas-y, dans le fond. Je vois que tu as créé une histoire qui est intéressante, puis j'ai suivi les personnages et tout, mais c'est ça qui est venu me chercher, là. Chaque petit élément, fait qu'on peut peut-être les regarder un après l'autre. Ouais, j'essayais d'être en ligne avec le thème. Fait qu'on on parlait de côte, de péninsule, tout ça. Fait que je me disais, je vais T'étais dans l'exploration. faire la une découverte. histoire de navigation, Ben puis oui. d'exploration, puis de choix posés là, que j'aimerais voir dans un jeu de rôle. Je pense que de dire, ou je sais pas, imagine un groupe d'aventuriers qui ont un navire. Mhm. Je veux me rendre à l'île-mère. OK, quel chemin tu prends? T'sais, parce qu'il peut y avoir des conséquences. Puis, fait que déjà, je posais ma contrebandière avec un choix assez difficile à faire. De prendre le chemin rapide mais risqué ou le chemin long, plus sécuritaire. Avec des dangers quand même sur le chemin. De ne pas être vu par des gens proches de la capitale. C'était important pour la contrebandière. Fait que, Ben oui. j'essaie de jouer avec justement qu'est-ce que ça nous offre. Une baie, une mer intérieure, l'aspect qu'il y a des villages et des villes le long de ces terres-là. Puis tu travailles avec tes vinyliens, salaciens, neptuliens aussi, puis on commence à les voir. Là, on est de l'autre bord du continent, puis on dirait que je suis habitué. Là, les édificiers, les barbares, les adophariens, ça va. Mais eux autres, on commence à les voir. Oui, c'est tous des humains, mais ils ont des particularités, tu sais. Ouais. C'est ça. Surtout les neptuniens aussi qui... Parlons des Neptuniens. Ouais, Commençons par ça. J'ai pas encore défini c'est quoi l'exacte nature. Je sais qu'il y a un idole de Neptune. C'est ça, qui se tend dans le fond sur une île centrale à cette mer intérieure-là et qui sont un peu la police des mers, si tu veux. Là. Mhm. C'est eux qui ont une main mise sur qu'est-ce qui se passe en termes de navigation, en termes de commerce. Là, tu définis son scaphandre, son armure scaphandre. Ouais. Est-ce que c'est comme la police, ils ont tout ça? Je me dis... C'est comme un uniforme? Ouais, c'est ça. Un peu comme un uniforme, ouais. OK. Je pense qu'il y a comme un genre de j'avais bien des idées en tête, puis j'ai mis beaucoup de choses dans ce texte-là, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui colle pas. Puis j'essayais de créer quelque chose de presque surnaturel ou quelque chose qui inspire la peur. Puis de voir un Neptunien de proche, je voulais que ce soit un événement. Ouais. D'habitude, on les voit pas. D'habitude, ils restent dans leur navire. Quand on les voit, c'est parce qu'on est dans le trouble. Fait que de jouer avec cet aspect-là, que c'est des gens de la mer, que leurs navires sont un peu des sous-marins, finalement. Là. Ouais.
Puis ils peuvent être immenses. Qu'eux-mêmes sont dotés d'un uniforme qui leur permet d'explorer les fonds. Puis moi, je ne sais pas si ça paraît dans mon texte, mais je l'imaginais descendre de cet immense sous-marin, mais comme tranquillement, doucement, tu sais. Oui, oui. Que ça n'a comme pas vraiment un poids, cette armure-là. Créer un aura Puis je trouve que qu'on redoute. le scaphandrier, c'est... ça donne une couleur automatique, là, une couleur un peu... je veux pas dire rétro-futuriste, c'est pas ça, mais rétro-rétro, là. C'est comme 20 milieux sous les morts. Ouais, exact, Jules on Verne. est Jules Verne. Ouais. Puis c'est pas steampunk, là. Non. C'est quoi ce mot? C'est quoi ce look-là, cette esthétique-là? Rétro-futuriste, peut-être, ouais. Il Un peu doit comme avoir- il doit avoir un autre- Bioshock, genre. Là. Ouais, il doit avoir un autre terme, tu sais, parce que steampunk, après ça, t'as toutes les autres, là. T'as cyberpunk, mais t'en as plein d'autres, des variantes de steam, là, tu sais. Ouais. Il doit avoir, genre, brass punk. Tu sais, on dirait que le scaphandre, il est en laiton. Ouais. Puis ça, c'est comme un truc. Mais là, on va ouvrir un débat sur le rôle du mot punk là-dedans. Ah, il n'y a parce absolument que rien à voir. C'est juste c'est ça. c'est un mot valise basé sur steampunk, puis après ça, Ouais, toutes ouais. les autres en découlent. C'est ça. C'est Mais- comme ton dans Téléthon. Tu sais. Il y a une ville qui s'appelait Marathon, puis parce qu'on courait pendant longtemps, après ça, tu appelles ça un téléthon parce que ça dure longtemps. mais Ouais, ça n'a rien- pas rapport. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que d'établir les Neptuniens comme. C'est ça, comme quelque chose de mystérieux avec lequel on a des interactions, mais c'est des interactions que tu préférerais pas avoir, je pense, en tant que Vénilien ou en tant que Salassien. Puis je pense que je propose Absolument, que... je voudrais jamais les voir, eux autres. je propose aussi un peu que il n'y aurait pas eu de navigation s'il n'avait pas été là. T'sais. C'est comme un genre de cadeau qu'ils ont fait aux gens de cet endroit-là. C'est comme un cadeau. C'est comme si les dieux... J'essaie de plus en plus de m'éloigner de mon aspect sci-fi, de mon mythe de création, de mon univers, puis d'aller vers quelque chose qui est devenu un mythe. Comment est-ce que cette création-là perdure dans le temps, puis comment les gens le perçoivent? Fait que pour moi, c'est vraiment comme des divinités qui ont donné aux personnes qui habitent mon monde, parce que je veux dire, j'ai pas juste des hommes, j'ai pas juste des humains, là, j'ai des... Oh oui, Mais ils leur offrent, tu sais, voici la navigation, puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec, mais ça vient avec un fait qu'ils surveillent ce qui se passe. Je fais un micro-aparté parce que je viens de penser à ça, parce que... mais tu dis, il n'y a pas juste des humains, il y a tout ça. On dit souvent des sentients ou des... Ouais. Mais t'as-tu déjà entendu le terme sophonte? Sophonte. C'est en anglais sophonte. OK. J'ai jamais entendu en français, mais j'imagine qu'on pourrait juste dire sophonte. T'as-tu déjà entendu ça, non? Non? C'est pour les gens qui veulent faire la distinction, justement, entre des sentients, c'est des gens, des organismes doués De conscience. pas nécessairement de conscience, mais juste de capable de ressentir les choses. Si on peut dire qu'un animal, un chien, Ouais, OK. tu sais, il a sa personnalité, puis une roche, c'est pas sentient. OK, puis c'est le une soft. plante, c'est pas. C'est le soft de philosophie. Là. Exactement. OK, je comprends. Sophonte, Être c'est le mot capable pour de dire réflexion. c'est au moins aussi intelligent qu'un humain. OK. C'est pas juste capable d'une certaine réflexion, justement, comme un chien. Ouais. Mais j'ai vu ça une couple de fois récemment, puis j'avais jamais vu ça avant. Sophonte. Ah, j'aime ça. Excuse-moi. Aparté complet, Non, c'est une mais bonne idée. j'aimerais qu'on appelle nos... en tout cas, moi, je vais appeler mes bonhommes des sophontes, Mes bonhommes. mes petits bonhommes. Des sophotes, j'aime ça. Ouais. Fait que Ça vient de de philosophie, là, la sagesse, Ouais. puis honte de ontologie, mettons, être. Ouais. Est-ce que tu es Un sûr que être ça existe doué en de sage. français? J'ai jamais... On je fera pense, la vérification. je pense pas que ça existe en français, je l'ai jamais vu. Même en anglais, c'est limité à des gens qui s'intéressent à des histoires de fantastique et de sci-fi, on dirait. Je fais un petit peu de mythologie, je fais un petit peu de ménagerie de monstres aussi. Oui! Une Arléone. L'Arléone, ouais. Là, on revoit bien sûr l'Arcourang, mais c'est quoi une Arléone? Une lionne? Honnêtement, là, je pense que, comme je t'ai dit, je pitch des choses sur le mur et je regarde ce qui colle. Fait que j'étais comme, ça me prend un animal, je veux pas dire comme un lion, je veux pas dire un ours, je veux pas dire un... Fait que j'ai comme Arcourang, comme si dans la langue, le ar pouvait venir de quelque chose, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, Est-ce que tu vois l'Arcourang puis l'Arléone comme étant connectés génétiquement? Il y a une ressemblance d'une certaine façon. C'est une créature comme féline mélangée avec
Un écureuil volant avec des Je pense mandibules? pas, non. Non. Je le vois juste comme une autre créature dangereuse, tu sais. Un autre prédateur. Je comprends. Puis je sais pas comment le prononcer, le Pantacnemus erectus. Ouais. Fait que 5. Fait que c'est la fameuse main de l'autre texte oui. que j'avais le goût de... Puis là, elle est là, on la voit. Il y a un lien aussi avec les artefacts. Fait qu'elle est partout dans le continent, parce que là, on est de l'autre bord du continent. C'était Mousse qui nous parlait de la main. Exact. La main, elle peut être un peu n'importe où. Ouais. En fait, je pense qu'il n'y en a pas juste une. OK. Il y a plusieurs. Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que biologiquement, on n'a pas affaire à une entité qui a un cycle reproductif. Tu sais, j'en suis là dans ma réflexion. Là. C'est plus mystique qu'un cycle reproductif. C'est pas juste comme un animal. Mais eux le voient un peu comme tel. Là. Puis c'est quelque chose que personne n'a vu. Là. Lui, il dit qu'il en a vu un. C'est peut-être pas vrai. Là. C'était peut-être juste pour faire peur aux matelots. Tu as appelé ça Pantacnemus. Le cnémus c'est des cuisses en grec ou c'est. Parce que je pense à des cnémides qui sont comme des cuissards en métal. Non, je pense que ça fait référence aux jambes. Ah, les jambes, en général, OK. Fait que 5 jambes. 5 jambes debout. Ouais. Fait que, mon but, c'était ça, de créer un petit mythe, puis de commencer à saupoudrer un peu les différentes religions, les différentes cultures, parce qu'on va avoir une série d'épisodes qui s'en viennent bientôt où on fait je m'en allais dire un deep dive. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. On a demandé même sur Discord. Tu sais quoi? Je propose qu'on appelle ça, comme on a appelé Hot Take prise chaude, qu'on appelle ça plongeon profond. Plongeon. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, fait qu'on fait un grand plongeon. C'est comme le plus laid possible. Pas une plongée, un plongeon profond. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. OK. Allons-y avec ça. Fait on a 2 épisodes qui s'en viennent où on va en profondeur dans les... en tout cas, le plus qu'on est capable de faire dans ce qui est religion, culte, rituel. Puis étant donné que j'ai commencé à travailler pour une séquence d'épisodes, je me suis dit je vais commencer à saupoudrer des idées là-dedans qu'il y a... Fait que c'est ça. Dans le fond, ce que je veux établir, c'est que les Salaciens vivent beaucoup comme des pilleurs. Ouais. Puis que les Véniliens, riches de leur nouveau droit exclusif sur la navigation, peuvent comme aller rencontrer des Salaciens. Puis oui, tu avais déjà établi un peu ce truc-là quand tu nous as présenté tes cartes il y a 2 semaines. Ouais. Mais tu sais, là, on le voit à l'œuvre. On voit du point de vue de quelqu'un qui est en train de le vivre, ce mode de vie-là, l'espèce de transfert, le marchand ou le smuggler, ou qui est capable de transférer d'un bout à l'autre de la mer, tandis que le Salacien est comme confiné à son continent, exact. À son bord du pays. Oui, puis le risque que la contrebandière va prendre en acceptant de transporter un Salacien. Ouais. Qui la met en danger. Là, l'orbe. Oui. On peut-tu parler de l'orbe comme il faut? De l'orbe, oui. Parce que c'est très intéressant aussi. OK, vas-y. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'orbe? Toute la partie où c'est un palantir, là. Okay. La partie où elle est obnubilée, tu sais, elle perd 5 heures à la regarder. Je veux dire, qu'est-ce qui est intéressant dans l'orbe? Tu nous mets de la vraie magie. La vraie magie, Tu nous mets un item magique à bord du bateau. Le bateau est hanté, il y a un problème. Ah non, on regarde ça, c'est des petites... Fait que les Salaciens, dans le canon, là, pillent des ruines édificiaires. Ouais. Les édificiers étaient hautement avancés là, en termes de technologie. Ouais. Là. Fait qu'il y a des choses inexplicables qui peuvent se produire quand tu accumules des artefacts dont tu ne sais pas ça vient de où, tu sais pas c'est capable. Puis je vais vraiment dans la technologie. On peut pas faire la différence entre une technologie super avancée et la magie. Ouais. En allant à fond là-dedans, je me dis que c'est quand même chose commune dans les superstitions des marins que si tu transportes des affaires que les Salaciens ont pillées, il peut se passer des choses étranges sur le navire. T'sais. Fait que là, les hommes se plaignent que, je sais pas, ils entendent des voix, ils voient des choses, ils font des mauvais rêves. Puis je pense qu'on est d'accord pour se dire aussi que les marins, c'est des gens très, 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 très superstitieux, en général. Fait que
ça ajoute un peu au mythe de ce qui peut se passer sur le navire, tu sais. Mhm. Mais en fait, c'est qu'ils transportent littéralement quelque chose de puissant dont ils sont pas capables de déterminer l'origine. Mhm. Puis c'est ça, tu sais, qui cause de l'inconfort chez les marins, je pense, dans l'équipage. Puis, ouais, ben, je pense qu'on pourra revenir là-dessus quand on va faire la plongée profonde. Le plongeon profond. Le plongeon profond, excuse-moi. Oui, il faut que ce soit le plus laid possible. Oui, merci. Mais c'est un objet de culte. Il y a des petites personnes dedans. Ben, je pense pas qu'il y a des petites personnes dedans. Il y a des petites personnes. J'ai vu des petites personnes. Oui, c'est ça. Ben, comme Men in Black, genre. Là. Oui. Non, puis pas comme Rick and Morty. Je pense pas que dans ma tête, il n'y a pas d'univers caché dans cet orbe-là, mais je pense que l'orbe peut communiquer des choses, peut communiquer des idées. D'une certaine façon, quand je l'ai vu, mon premier regard, ça a été comme Rick and Morty. C'est comme un petit univers. Puis après ça, je me suis dit, ben non, c'est des technologies édificiaires, puis ça peut être simplement un écran. Exactement. Ça peut être genre, tu peux regarder un film dans une orbe. Oui. En fait, c'est des petites personnes qui vivent dans... Comme moi, j'ai des petites personnes qui vivent dans mon sel. Oui, exactement. T'as vraiment mis le doigt dessus. C'est drôle parce que moi, j'avais pas pensé à l'écran, j'avais pensé au livre. OK. Fait que je cherchais une façon comme qui pourrait servir dans le fond, c'est ça, un livre. Là, c'est des données imprimées sur du papier dans des pages, sont toutes réunies au même endroit, puis ce serait la même affaire si on écoute un film. Là, mais tu as déjà entendu parler des écrans? Je suis familier avec le concept d'écran. Okay. Ouais. C'est ça, parce que tu peux voir, tu sais, mettons, l'information, les données dans le livre. Oui. Là, tu les vois de façon visuelle quand c'est avec un écran. Expliquer c'était quoi un livre. Mais oui, exact. Il y a une partie de cet orbe-là qui est juste ça. Qui est juste comme, il y a de l'information dedans, puis on peut aller la chercher. Comment ça fonctionne? C'est quoi l'interaction avec la personne qui tient l'orbe et qui regarde l'information? Je pense que c'est pas juste qu'il y a un écran dans l'orbe parce que ça y a fait perdre le fil du temps. Oui. Je pense qu'il y a juste Ben, c'est ça que mon écran me fait des fois, effectivement. Malheureusement. Tout ça, c'est un commentaire sur la modernité. Mais ouais. Puis aussi, je disais, c'est cette. Excuse-moi si ma lecture du texte est peut-être mélangée, mais c'est cette même orbe-là à la fin là, qui chasse un neptunien. Fait que... ouais. Puis qui éradique la forteresse. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas. C'est pas juste un livre. C'est pas juste un écran. C'est pas juste. Sont en présence de quelque chose. En termes de Donjon Dragon, là, c'est un artefact. C'est pas juste un objet rare ou comment tu dis ça, légendaire. On est vraiment. C'est un artefact. C'est capable de faire plusieurs choses. Est-ce que l'enfant sait comment s'en servir? Est-ce que l'enfant l'a fait par accident? Ça, ce sera à déterminer ou à interprétation, ouvert à interprétation. Mais ouais, je voulais commencer à saupoudrer mon monde de ces petits objets magiques-là qui font que... Mais là, c'est pas un petit objet magique. Là, non, c'est ça. C'est la grosse affaire. C'est Bilbo qui dit « Hey, regarde, ça me met invisible! Hey, c'est le fun, ça me met invisible! » Puis là, 2 secondes après, c'est comme « Non, t'es tombé sur l'affaire. » Exactement. Ouais. Puis ça pourrait faire ça dans une partie de jeu de rôle. J'ai trouvé une orbe, puis dedans, il y a de l'information. En fait, je dirais même que ça arrive, plus c'est peut-être un commentaire sur le concept de genre, quand on joue un jeu de rôle, on joue tout le temps des personnages qui vivent la plus grande aventure possible. Mais proportionnellement, avec le nombre d'items magiques de peu de valeur dans ton monde, puis le nombre de personnes qui ne seront pas des grands héros, on voit souvent des artefacts dans les mains de quelqu'un qui va devenir le plus grand héros, parce que c'est ça l'histoire qu'on veut suivre. Là. Fait, mais là, c'est correct parce que, regarde, c'est ton combienième texte avec nous? Là? C'est comme le... je pense que c'est... en termes de texte, je sais pas, mais c'est la 19e création. C'est peut-être le 15e texte, ouais. Ouais, parce que des fois, tu as fait des images ou d'autres affaires, peut-être. Fait que, mettons, 15e texte, je pense que tu as le droit de mettre un artefact au 15e texte. Oui, mais j'en avais mis, si on considère qu'un idole, c'est un artefact, ultimement. Là. Oui. Mais là, c'est comme le premier qui n'est pas un idole. Puis la première version du texte, c'était juste... Il transportait un idole. J'étais comme, là, c'est assez. Là. Il y a déjà Neptune dans mon histoire. Fait que on va mettre autre chose. Je l'ai changé pour autre chose. Mais c'est bien de travailler comme ça avec ton... tes édificiers, les édificiers de l'époque, là, ceux qui étaient dans leur âge d'or puis qui ont créé les... Parce qu'eux autres, c'est une mine de trucs incompréhensibles à mettre dans les mains de tes personnages. Absolument. Aussi. Ouais.
Fait que tu t'es donné, en créant ce fond d'histoire-là pour les édifier, tu t'es donné autre chose que juste les idoles. Parce que sinon, tout découle d'une AI partout. Ouais. Tout dépend toujours de la fragmentation de la métaphore, sonde. ouais. Mais là, non, là, tu peux avoir d'autres affaires. Toutes Ouais. sortes d'autres affaires dont on n'a jamais entendu parler, qui sont juste des technologies. Une histoire qui existait avant l'arrivée des humains sur ce monde-là, finalement. Ouais, puis je pense que c'était comme important qu'il y ait ça. Là. Puis, encore une fois, dans le plongeon profond, On ira. Tu vas voir que j'ai commencé à construire un petit peu plus comment les édifices pourraient ne pas être un monolithe. Tu sais, différentes façons de Ben oui. penser. Puis ça, on fait ça dans 2 semaines. On va aller, je dirais, profondément en plongeant. on fait le mien en premier. Ben, je pense que Oui, c'est dans 2 semaines, t'as raison. C'est dans 2 semaines. Ben ouais. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, Julien? La semaine prochaine, on est avec Annie la semaine prochaine. Oui, c'est On vrai. parle de... Je pense qu'elle veut nous parler de Torgal. Ah, c'est excellent parce que je suis pas super familier avec Je Torgal. connais. Fuck all Torgal. Mais Ouais. c'était ça avec Dragon Age puis les Animorphs. Exact. Fait que c'est tout le temps ça. Puis après ça, moi, je présente une œuvre visuelle Yeah! dans le cadre de ma création Est-ce que tu sais- planétaire. Est-ce que tu sais qu'on fait un podcast? Il y a quelqu'un qui me l'a dit. C'est qui m'a dit ça déjà? Il y a quelqu'un qui m'a dit, Joël, t'as un podcast, j'aime ça, je l'écoute. Non, pas je l'écoute, je suis dedans. Ah, c'était toi. C'était toi. T'es la seule personne avec qui je fais ça. C'est correct parce que dans la plongée profonde aussi, c'est pas mal visuel, mon truc. Plongeon profond. Plongeon profond, ouais. Merci, Julien. Bonne semaine, Joël. Bonne semaine à toi. À bientôt. Bye bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.